Bonjour. J'ai eu l'occasion de vous présenter récemment l'auteur des 2 nouvelles qui vont suivre. Il s'agit de Quentin Saint-Roman, qui est à l'initiative du récit Le mystère de la Dame Blanche, diffusé les 11 et 14 décembre 2023. Quentin Saint-Roman a écrit un recueil de nouvelles en 2 tomes intitulés Les temps composés, publiés successivement en 2005 et 2017, où l'imagination et le fantastique se confondent avec le monde ordinaire. L'auteur est également artiste peintre et il est, je cite, fasciné par l'esprit créatif de l'espèce humaine. Quant aux 2 récits que je vous propose de découvrir aujourd'hui, ils sont extraits pour l'un de son recueil de nouvelles Les temps composés tome 1, intitulé Récit d'une nuit noire, publié en 2005 aux éditions Lacour à Nîmes, puis sur le site Atramenta en 2012, et pour l'autre, encore une histoire de Dame Blanche, La Falaise, publié en janvier 2024 sur Atramenta, service de publication d'œuvres écrites en ligne, en e-book, en livre audio et en livre papier. Je vous propose sans plus tarder de découvrir la première de ces 2 nouvelles, Récit d'une nuit noire. La longue et fine barque glissait sur les eaux noires. Fendant l'onde de sa proue acérée, elle avançait, écartant au passage les hautes herbes qui la caressaient. Debout, en son milieu, une longue et mince silhouette noire tenant à 2 mains une immense perche poussait à un rythme lent et régulier. Posée à l'avant de l'embarcation, une lanterne aux vitres jaunies, d'où s'échappait une lumière avare, tentait de s'opposer à la nuit. Les eaux sombres de l'étang reflétaient cet étrange équipage dont l'errance entre les touffes de joncs et les hautes herbes paraissait vaine et sans but. Pourtant, de temps en temps, la barque s'immobilisait et un appel pitoyable retentissait. « Johann! Johann !» Dans une longue plainte, la voix ricochait sur l'eau et allait se perdre dans l'obscurité. Reprenant appui sur la perche, la silhouette fantasmagorique s'arc-boutait et poussait la frêle embarcation chancelante sur les eaux calmes et peu profondes de l'étang. Ponctuée par ces appels déchirants, tantôt se rapprochant du rivage, tantôt s'en éloignant, cet étrange manège se déroulait devant mes yeux incrédules. J'étais arrivé à pied, peu avant la tombée de la nuit, bien décidé à profiter pleinement de cette liberté relative. J'avais pris soin de laisser ma voiture à l'orée d'un petit bois, à l'abri. Les sentiers n'étaient pas carrossables. Depuis plusieurs années, j'avais projeté cette escapade nocturne, préparant et peaufinant mon matériel pour ce jour tant attendu, l'ouverture de la pêche. Je voulais être le premier, au petit matin, pour choisir mon emplacement. Bien que connu des autres pêcheurs des villages environnants, cet endroit était quand même fréquenté par quelques initiés qui se transmettaient le coin
de génération en génération. Quelques pêches miraculeuses de carpes et de brochets, les années précédentes, n'avaient fait que renforcer le côté magique des lieux. Il y avait plusieurs étangs, de surfaces inégales, reliés entre eux par tout un réseau de canaux. De grandes vannes permettaient de les vider ou de les remplir lorsque les propriétaires voulaient les faire nettoyer. Aux abords de celui qui paraissait le plus vaste, il y avait les ruines d'une grande bâtisse. Un pan de mur, encore debout, épais et massif, dissimulé au milieu d'un bosquet, donnait une idée de ce qu'avait dû être le bâtiment au temps de sa splendeur. Sur le devant de la maison, il y avait un espace libre, légèrement en pente, qui descendait jusqu'à la rive de l'étang. C'est sur cette petite plage granuleuse que j'avais choisi de passer la nuit. Le petit feu que j'avais allumé pour faire réchauffer mon repas était éteint depuis longtemps. Et j'étais là, enfoncé jusqu'aux yeux dans mon sac de couchage, n'osant pas remuer d'un pouce, contemplant avec stupéfaction la scène surréaliste qui se déroulait à quelque distance de moi. « Johann! Johann !» Pire que la nuit noire, pire que les ruines fantômes, pire que la peur, ces appels me glaçaient le sang. J'ignorais à ce moment-là que le plus dur restait à venir. Comme un fauve sentant ma présence, le fin museau de la barque pivota vers l'endroit où je me tenais. En quelques coups de perche, la silhouette poussa l'embarcation vers la petite plage où elle s'échoua dans un sinistre raclement de coques sur les graviers. La lanterne chancela, menaçant de tomber à l'eau, puis retrouva son équilibre. La lumière, jaune, glauque, blafarde, donnait à cette scène plus d'intensité et de réalisme que dans l'un des plus grands films d'horreur. J'étais glacé d'effroi. Je pensais que ma dernière heure était arrivée, que la mort venait me chercher sur cette minuscule étendue de sable. Je ne pouvais même pas hurler. J'attendais, avec une sorte de résignation, que la mort descende de sa barque et me tende sa main glacée, comme pour me dire « Viens, c'est l'heure. »« Johann! Johann !» La voix plus proche, interrogative, s'était radoucie. Je voulais crier « Non, ce n'est pas moi, Johann !» mais les mots s'entrechoquaient dans ma tête. « Johann !» Je parvins, au terme d'un effort surhumain, à sortir un mot, plutôt une sorte de bêlement. « Non !» À ce moment-là, l'apparition se baissa et attrapa la lanterne. Et tandis qu'elle se relevait, je pus apercevoir un corps décharné, squelettique, couvert de hardes informes de ce qui avait dû être autrefois une longue tunique ou une robe de couleur rouge. Depuis quelques secondes, je tentais de descendre la fermeture à glissière de mon sac de couchage. Mais mes doigts, comme engourdis, avaient du mal à trouver l'anneau de tirage. En me contorsionnant, j'arrivais à moitié à m'extraire de cette prison moelleuse. Je parvins à m'asseoir. Ma lampe torche choisit ce moment pour me laisser tomber.
Le spectre tenait la lanterne à bout de bras, à hauteur des yeux. J'en ressentis un grand choc. Caché partiellement par une capuche, je vis un visage intact. Je m'attendais à tout sauf à une telle perfection dans les traits. Un visage de Madone, une figure de peinture, ce sont les mots qui me vinrent à l'esprit. Un teint pâle, une bouche charnue bien dessinée, de hautes pommettes, des yeux bleus sous un front légèrement bombé. Un masque? Non. Les lèvres s'entr'ouvrirent et s'animèrent. « Pardon, monsieur, n'auriez-vous pas aperçu un petit garçon ?» Je répondis à la voix chantante. « Non. C'est mon fils, Johann. Je le cherche. Il m'a désobéi. »« Non, je n'ai vu personne ce soir, je suis désolé. » Je reprenais lentement confiance. « Il a 8 ans. Si vous le voyez, dites-lui que sa mère s'inquiète. »« Mais je n'y manquerai pas, madame. Vous pouvez compter sur moi, si vous aviez besoin. » Sans un mot, la femme reposa la lanterne sur la barque et, s'appuyant sur la perche, d'un brusque coup de rein, elle remit celle-ci à flot. J'avais réussi à m'extirper de mon sac de couchage. Je me mis debout, et tandis qu'elle s'éloignait, je m'approchai de l'eau. Je n'avais plus peur. Je restai un long moment ainsi, suivant des yeux la lueur jaune qui s'enfonçait dans les ténèbres. J'avais envie de me pincer, de me mordre, de laisser des marques sur ma peau pour me prouver que je n'étais pas victime d'un cauchemar. Et ce visage, si beau, si pur, si parfait, posé sur un corps décharné, si au moins j'avais eu ma lampe. L'air vif me fit frissonner et je revins à la réalité. J'avais perdu de vue l'embarcation depuis longtemps déjà, et pourtant je restais planté là, encore incrédule. À ce moment précis, je pensais partir de cet endroit malsain, mais après réflexion, il me parut plus sage de rester sur place. Sans le secours de ma lampe, sans vraiment connaître les sentiers, retourner à la voiture me semblait être une entreprise hasardeuse. Je décidai donc de me remettre dans la tiédeur de mon sac de couchage, sans toutefois remonter la fermeture à glissière. Quelle frayeur! Je voulais rester éveillé et me mis à repenser à tout cela. J'avais presque envie de rire à présent. Je revoyais cette femme, sa plainte, cette barque irréelle. J'entendais encore son cri. « Johann! Johann !» Ce fut le propre son de ma voix qui me réveilla. « Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Je ne suis pas Johann !» Une grosse voix me répondit. « Mais qu'est-ce que tu débloques? Allez, debout, c'est l'heure !» J'ouvris les yeux d'un coup. J'étais en nage. Il faisait presque jour. Quelques rayons de soleil transperçaient les arbres, diffusant une pâle lumière. La grosse voix reprit. « Ah, qu'est-ce que tu tiens? Ah, mon vieux, ça te vaut rien le grand air !»« Marc, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu disais ne pouvoir te libérer. »« Ouais, je sais, mais au dernier moment, je me suis arrangé. Allez, remue-toi !» Je m'assis. Je regardais mon ami Marc, sa grosse bouille sympathique,
L'esprit encore engourdi par mon cauchemar, je lui demandai malgré moi. « Tu l'as vu ?»« Qui ça ?»« Le squelette, la femme, quoi. » Je compris, à son regard, qu'il était en train de se poser des questions sur ma santé mentale et sur le nombre de boîtes de bières ingurgitées la veille. « Bah, mon vieux !» répéta-t-il. Un moment après, devant un café chaud et fort, il m'expliqua pourquoi il n'avait pu venir. Comment il avait aperçu ma voiture et comment il m'avait trouvé. J'étais, paraît-il, tout saucissonné dans mon duvet et je criais fort. En cherchant les mots les plus simples et les plus crédibles, je tâchais de lui raconter ma nuit agitée. Il ponctuait chacune de mes phrases par son fameux « Bah, mon vieux !» Lorsque j'eus terminé, il éclata de rire. « Et tu crois que je vais gober ça ?»« Mais, Marc, écoute, je te raconte pas de blague. Elle était là, dis-je, en lui montrant le bord de l'étang. Il doit bien y avoir encore des traces. » Le sol meuble était tout piétiné, maculé d'empreintes profondes comme faites par des bottes. Marc avait des bottes aux pieds. « Bah oui, c'est moi. En arrivant, je suis allé toucher l'eau. » Ma colère retombe aussi rapidement qu'elle était apparue. Il ne pouvait pas savoir. Elle était là. La pointe de la barque était sur le sable. Il me regarda, prêt à s'écrouler de rire. J'ajoutai. « Allez, laisse tomber ça. Tu as des appâts ?» Une grande partie de la matinée fut consacrée à ce pourquoi nous étions venus. La pêche. Il eut plus de chance que moi en ramenant un superbe brochet. Le carnassier, qui devait bien mesurer 80 centimètres, lui donna du fil à retordre. Je me contentais d'une petite carpe. De temps à autre, Marc me regardait. Prétextant que je ne connaissais rien à la pêche, il nous fit changer d'emplacement plusieurs fois, nous éloignant ainsi de la maison en ruine. Soudain, il m'interpella. « Hé, Michel, au lieu de rêvasser, regarde ton bouchon !» Perdu dans mes pensées, je n'avais pas remarqué que mon flotteur exécutait des soubresauts désordonnés. « Faire donc !» cria-t-il, ce que je fis aussitôt, maladroitement. Un éclair argenté passa devant mes yeux et alla atterrir à quelques mètres de moi dans un fouillis de ronces et d'herbes hautes. J'avais tiré tellement fort que ma légère prise, un petit gardon, s'était décroché et avait effectué un vol plané magistral. Je posai ma canne sur la berge et me dirigeai vers l'endroit où elle était tombée. J'écartai délicatement les ronces aux dents crochues et je vis la pierre, ou plutôt ce qu'il en restait, car elle était cassée en diagonale, toute recouverte de mousse et de moisissures. Par endroits, il me sembla distinguer des lettres gravées. Ne pouvant tout déchiffrer, je piétinai tout autour énergiquement. Le poisson, hélas, subit le même sort. La pierre, originale, devait mesurer environ 60 centimètres sur 40 de large à sa base. Elle était plantée dans un sol caillouteux. Mon ami Marc m'observait d'un œil, l'autre rivé sur ses différents bouchons. À sa mine et à ses mimiques interrogatives, je compris qu'il se posait des questions. Je n'arrivais pas à lire ce qui était gravé sur la pierre. Les lettres étaient à demi effacées et il manquait une partie du bloc. Une idée me traversa l'esprit.
Je partis en courant, sous le regard ahuri de Marc, vers l'endroit où j'avais établi mon campement la veille au soir. Je ramassai un gros morceau de charbon de bois. Tout essoufflé, je revins devant la mystérieuse inscription et entrepris de noircir les creux taillés par le graveur. Au bout de quelques minutes, mon travail fut récompensé. Ce que je lus me glaça le sang. Des mots manquaient à la fin des phrases, mais on pouvait lire ceci. Passant, ayez une pensée pour notre fils, Johann de Rock, mort noyé dans la nuit du 4 au 18, à l'âge de 8 ans. Priez pour lui. Tout ce que j'avais vécu dans la nuit me revint en mémoire, ramenant ma peur et mon angoisse. Incapable de bouger, je m'assis sur le sol, contemplant cette stèle mortuaire. Au bout d'un long moment, mon ami se décida à laisser ses cannes et vint me rejoindre. Il me donna une tape sur l'épaule. « Et alors, tu rêves ou quoi ?» Sans un mot, je lui montrai la pierre. Il déchiffra l'épitaphe et ponctua sa lecture par un sonore « Ben mon pauvre vieux !» Récit d'une nuit noire. C'était une nouvelle de Quentin Saint-Roman, publiée en 2005 aux éditions Lacour à Nîmes, puis sur le site Atramenta en 2012. Voici la seconde nouvelle du même auteur, intitulée La Falaise, encore une histoire de Dame Blanche, publiée en janvier dernier sur Atramenta, site de publication d'œuvres écrites. Cette aventure, véridiquement fausse, m'est arrivée un soir de novembre. Je roulais tranquillement, la radio en sourdine, sur cette route de campagne que je ne connaissais pas. Il avait plu dans la journée, rendant la chaussée particulièrement glissante. J'avais hâte de rejoindre l'hôtel où j'avais réservé une chambre pour la nuit. C'était mon quotidien de représentant de commerce. Après la visite de nombreux clients, je ne songeais qu'à une seule chose, un lit moelleux et peut-être un bon repas. J'étais tout à mes pensées, loin d'imaginer ce qui m'attendait au détour de la route lorsque j'aperçus une silhouette sur le bord de la chaussée. Je ralentis, perplexe. Une jeune femme cheminait à petits pas, comme indifférente à la bruine et à la nuit qui commençaient à effacer le paysage. Elle me semblait légèrement vêtue. Je décidai de m'arrêter, car nous étions juste devant le parking d'une station-service délabrée. J'ouvris la fenêtre côté passager et je l'interpellai. « Pardon, mademoiselle, vous êtes perdue ?»« Non, non, » me répondit-elle d'une douce voix. « Vous avez besoin d'aide, vous êtes malade, ce n'est pas prudent de se promener par un temps pareil. »« Non, 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 » répéta-t-elle. « Tout va bien. C'est sûr, vous n'avez pas froid si peu vêtu ?»« Un peu, mais j'ai l'habitude. Je me promène souvent par ici. »« Ah bon ? » ?»« Je vais au village, un peu plus loin. Je dois rejoindre des amis. »« Je peux vous avancer un peu. Voulez-vous monter dans la voiture ? Vous aurez moins froid. »« Je ne sais pas, » me dit-elle. « Je suis bien là. Je connais parfaitement cette route. » Je comprends, mais cela me gêne de vous savoir seul sous le vent et la pluie.
Elle ne répondit pas. « Allez, montez, vous serez mieux à l'intérieur, il fait chaud. » Elle sembla hésiter encore, puis me dit « Bon, d'accord, mais ne roulez pas trop vite, j'ai peur en voiture. » Oh, ne vous inquiétez pas pour ça. Avec le temps qu'il fait à présent, je serai prudent. La route me paraît glissante. Elle me regarda et me sourit. Cela fait plusieurs jours qu'il pleut ainsi. Allez, je vous ouvre. La jeune femme se glissa dans la voiture et s'installa confortablement. Je réglai le chauffage légèrement plus fort car elle tremblait convulsivement. Je l'observai pendant qu'elle bouclait la ceinture de sécurité. Vue de près, elle me semblait plus âgée, mince, une chevelure lisse avec de légères ondulations. Je remarquais alors qu'elle tenait quelque chose entre ses mains. Une photo. « Merci, » me dit-elle. « Mais de rien. Je me présente, Quentin Lorient, représentant de commerce dans le domaine des vins. Et vous ?»« Je m'appelle Michel. »« Enchanté, Michel. Vous habitez dans le coin ?»« Oui, oui, juste là. »« Vous voulez dire la station-service ?»« Oui. »« Mais elle m'a paru abandonnée et délabrée. »« Je sais, mais elle est confortable. C'est mon père qui l'a fait construire. » « Alors, il y a bien longtemps, vu l'état extérieur. »« C'est vrai, » dit-elle d'une voix triste. « Vos parents sont toujours là ?»« Non, ils sont décédés il y a quelques années. »« Mais vous vivez seul ?»« Oui. » Tout en roulant tranquillement, je commençais tout de même à me poser des questions sur cette jeune personne. Si pour le moment elle restait silencieuse, son comportement, cette tranquillité apparente, ses réponses évasives, me laissaient supposer que quelque chose n'allait pas. Une idée saugrenue me traversa l'esprit. Elle s'était échappée d'un centre de repos ou de soins psychiatriques. Mais je ne voulais pas lui poser de questions pour ne pas la mettre mal à l'aise. De toute façon, elle descendait au prochain village. Ce qu'elle ne fit pas. Elle resta assise, l'air absent, silencieuse. Je l'observai discrètement. Elle sembla sortir de sa torpeur lorsque nous quittâmes un petit bourg quasi désert. Elle tourna la tête vers moi et me dit « Faites attention, car la route est sinueuse, les virages sont serrés. »« D'accord, merci de me prévenir. » Il y a de grands sapins et des falaises escarpées. Mais je ne connais pas du tout la région. En général, je prospecte plutôt dans le sud. Ah bon? C'est vrai. En ce moment, je remplace un collègue qui a eu un accident de voiture. Il est blessé? Légèrement. Il a du mal à rester assis. Alors que dans notre métier, c'est primordial. Nous restons assis des heures entières en voiture ou bien chez les fournisseurs. Je comprends. Vous aimez votre métier? J'adore. Le contact avec les clients est toujours différent. C'est passionnant. Et puis surtout, nous avons de bons salaires, ce qui n'est pas négligeable. À l'approche d'un panneau routier annonçant le prochain village, je la regardais à nouveau. Elle semblait ne pas faire attention. Je n'osais pas l'interroger sur ses intentions. Elle paraissait si calme, tranquille. Je me demandais alors dans quelle galère je m'étais embarqué, et surtout comment cela allait se terminer. Je n'avais pas du tout l'intention de continuer ce voyage avec elle. Brusquement, elle commença à s'agiter sur son siège. Nous venions de quitter un autre petit hameau, et jusque-là, elle était restée silencieuse. Je vis ses mains se tordre, ses doigts se nouèrent jusqu'à blanchir. Un panneau indiquait des risques de chute de pierre. Je pensais alors que c'était cela qui l'inquiétait. Je ralentis
je la vis se tasser sur le siège, s'agitant de plus belle. La photo qu'elle tenait était toute chiffonnée. Je ne comprenais plus. Je lui demandais alors: « Vous n'êtes pas bien? Vous voulez que je m'arrête ?» Elle me regarda sans répondre. Son visage était devenu blême. Puis d'un coup, elle cria, hurla et se débattit avec de grands gestes. « Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Vite, je vous en supplie !» J'aperçus au loin un emplacement assez large entre deux sapins. J'arrêtai la voiture et je la regardai, inquiet. Elle était terrorisée. Je lui pris la main. Elle était glacée. « Qu'avez-vous? Vous pouvez m'expliquer ?» Elle me fit non de la tête. « Je peux vous aider. Avez-vous besoin d'un médecin ?» Elle me regarda, pâle, le visage émacié. Elle semblait avoir vieilli de 20 ans. Je voulais qu'elle retrouve son calme, qu'elle soit rassurée. Elle ferma les yeux. J'ouvris ma portière et je sortis de la voiture. J'avais besoin d'un grand bol d'air pur. Je fis quelques pas sur la route pour me dégourdir les jambes et penser à autre chose. La pluie avait cessé. Tout était étrangement calme. Un bruit soudain attira mon attention. Ce n'était qu'une voiture de sport qui nous dépassa à vive allure. Elle disparut au détour d'un tournant. C'est à ce moment-là que j'entendis un grondement qui s'amplifia à chaque seconde. Le sol se mit à trembler avec de légères secousses. Les grands sapins ondulèrent lentement en perdant leurs aiguilles. Le fracas arriva à mes oreilles. Je n'osais pas bouger car je devinais qu'il se passait quelque chose, un événement inattendu, tragique peut-être. Mais que faire? Où aller? Plusieurs voitures s'étaient arrêtées à la hauteur de la mienne. Je m'approchai de la première lorsqu'un homme ouvrit sa portière. Il descendit lentement. En me voyant, me dit aussitôt: « Ça recommence !»« Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qui recommence ?»« C'est la falaise. Encore un éboulement. C'est pareil chaque année. »« Ah bon? C'est la falaise qui... »« Oui. D'habitude, ce sont de petits rochers qui dévalent sur la route, mais cette fois-ci, cela semble plus sérieux. »« Mais comment vous le savez ?» lui demandai-je. « Au bruit. Vous n'avez pas entendu ce vacarme ?»« Si, bien sûr. Je me suis arrêté pour faire un peu d'exercice après une longue journée. En fait, j'ai eu de la chance. »« Ça, vous pouvez le dire. Une sacrée chance. J'espère que personne n'est coincé dessous. » Quelques secondes avant, il est passé une voiture de sport à toute vitesse. « Je sais, il nous a doublés en plein virage. Encore un grand malin. » Plusieurs personnes nous avaient rejoints et les discussions étaient vives. On sentait une sourde colère parmi les plus proches de nous. Je demandais à l'homme avec qui je discutais auparavant: « Vous pensez que c'est grave? La route sera fermée? »« Bien sûr, il y en a pour des semaines de travaux. Il faut encore consolider la falaise. On sera obligé de faire un grand détour pour rentrer à la maison. Mais c'est la poisse. » Cela s'est déjà produit? Oui, bien sûr, on connaît bien le phénomène, mais le pire que j'ai vu, c'était il y a une 20aine d'années. Qu'est-ce qu'il y a eu? Un très gros effondrement, des rochers énormes, de la boue sont tombés sur les voitures qui passaient. Il y a eu des morts? Plusieurs, et la route est restée fermée plusieurs mois. Tout en discutant avec cet homme, je jetais un coup d'œil vers ma voiture. Mais la buée sur les vitres m'empêchait de distinguer l'intérieur. Michel était-elle toujours là? Mon interlocuteur était intarissable. Il continuait de me parler et de me raconter des anecdotes liées à cet événement. La remise en état de la chaussée, les mètres cubes de terre, la sécurisation de la falaise, les blessés, les morts. Puis il ajouta en souriant: « Depuis,
Il y a même un fantôme. Je devrais dire une fantôme, car c'est une femme. Une fantôme? Comment ça? Eh bien, figurez-vous que certains imbéciles ont fait courir le bruit qu'il y avait une jeune femme, habillée tout en blanc, qui se promenait sur la route et se faisait prendre en stop. Je restai quelques secondes sans voix. Pas possible, m'exclamai-je. C'est incroyable. Et puis, elle disparaît comme ça, dit-il en faisant claquer ses doigts. Et vous y croyez, vous? Répondit-il. Je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Des bêtises, tout ça. Alors cette jeune femme serait morte dans l'éboulement? Tout juste. La voiture a été aplatie comme une crêpe. Un jeune couple qui venait de se marier. Ils partaient en voyage de noces. Quelle tristesse. Ils étaient dans la région? Mais oui, le père de la mariée tenait la station-service. Aujourd'hui, elle est abandonnée, en ruine. Vous avez dû passer devant en venant. Oui, oui, il me semble. Je n'ai pas trop fait attention, lui répondis-je abasourdi. Je décidai d'aller jusqu'à ma voiture. Où allez-vous? Me demanda-t-il. Soyez prudent. Je reviens, je vais chercher quelque chose. D'accord. J'ouvris la portière côté passager, et bien sûr, il n'y avait plus personne. La jeune femme avait disparu, envolée, volatilisée. Je touchai le siège sur lequel Michel s'était assise. Il était tiède et humide. J'étais désemparé. Je retournai vers le groupe de personnes bloquées sur cette route de campagne. Plusieurs voitures de gendarmerie arrivèrent alors, toutes sirènes hurlantes. L'une d'entre elles s'arrêta à ma hauteur. Un officier me fit signe de faire demi-tour et de repartir par là où j'étais arrivé. Je voulais poser une dernière question à l'homme avec qui j'avais déjà échangé quelques mots auparavant, sans lui révéler, bien sûr, ma rencontre avec la jeune femme. Devant sa réaction précédente, je préférais garder le silence. « Pardon de vous questionner encore, » lui dis-je, après l'avoir rejoint. « Mais y a-t-il des preuves de ce qui se raconte au sujet de ce mystérieux fantôme ?» Il prit un ton désagréable pour me répondre. « Des preuves? Bien sûr que non, ce sont des raconteurs. Mais il y a toujours quelques imbéciles, de sombres idiots malades de la tête qui y croient. » Je répondis sans conviction. « Vous avez raison. Certains plus malins que d'autres sont prêts à croire n'importe quoi. Bonsoir, monsieur. Merci de vos renseignements. » Outre-fin. Quelques jours plus tard, je m'affairais au nettoyage de ma voiture lorsque je fis une découverte qui me bouleversa. Sous le tapis, du côté passager, je remarquais un papier froissé. Je le saisis et le dépliai. C'était une photo jaunie, une photo de mariage, sur laquelle je reconnus sans peine Michel, souriante, heureuse, magnifique dans sa belle robe blanche. Je n'ai jamais parlé de cela à quiconque. Vous non plus, n'en parlez pas. La Falaise, une nouvelle de Quentin Saint-Roman, publiée en janvier dernier sur Atramenta, service de publication d'œuvres écrites en ligne, en e-book, en livre audio et papier. Cette histoire était précédée de Récits d'une nuit noire du même auteur. L'illustration musicale pour l'ensemble de ce programme était de Rachmaninoff, L'île des morts, et de Marla von Horn, album intitulé en chiffres romains 1, 2, 3,
Musique, chant et mixage, Mariola Weiss est réalisé en 2020. À propos de Marla von Horn, je termine ce programme avec l'une de ses compositions en collaboration avec Baal. Le titre en est Bones to Ashes, extrait de l'album Survive After Death, réalisé en 2021. À bientôt.